Bonjour à tous. On va attendre quelques minutes que tout le monde puisse se connecter. J'en profite pour signaler que le support sera disponible au téléchargement, puis il y aura également le replay si besoin après le webinaire. On va attendre 2 petites minutes. Allez, à 11h03, on va commencer. Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a du monde qui rejoint toujours. Il est 11h03. Bonjour à tous. On va démarrer tranquillement et les prochains participants vont nous rejoindre. Je vous propose dans un premier temps de commencer par un petit tour de table pour vous présenter mes collègues. Puis je terminerai ce tour de table comme ça, j'enchaînerai sur la présentation. Allez, en haut à gauche, on commence par Séverine. Ah, on Bonjour à t'entend, tous, ça y est. Séverine de Cormeil, chef de projet emballage chez IPC depuis 2 ans et en particulier sur le réemploi des emballages. Top. Marie-Alix. Bonjour à tous, Marie-Alix Berthès, chef de projet dans l'équipe matériaux et recyclage. Je coordonne le projet Bodypack depuis son début en septembre 2022, donc qui porte sur les réemploi des emballages. Top. Justine. Bonjour à tous, je m'appelle Justine Glose, je suis chargée de mission dans l'équipe recherche économie circulaire et donc je travaille sur des projets qui tournent autour de la CVI et la modélisation des nouveaux modèles d'usage comme le réemploi. Et donc, pour ma part, Julie Perron, je suis chargée des relations en entreprise pour IPC. Je m'occupe notamment de toutes les régions de l'ouest de la France et dont la Normandie, dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui. Et donc, je suis à votre disposition je suis un peu votre porte d'entrée pour les services IPC, notamment bénéficiaires. Donc, n'hésitez pas, si besoin, je suis là pour ça. Donc, je vais commencer le partage. Hop. Normalement, on voit mon écran, c'est tout bon. Je vais enlever ma caméra pour pas que ça prenne de bande passante. Donc, merci de nous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur le réemploi. C'est une demande qui nous émane du Club Plastique et Composite qu'on mène en Normandie. Donc, c'est un club, pour vous redonner le contexte, qui a pour objectif de rassembler toute la chaîne de valeur de la plasturgie et des composites, que ce soit les industriels, les recycleurs, les compounders, les collectivités et les pouvoirs publics notamment. Et donc, cet objectif, finalement, il tourne autour de 4 enjeux majeurs: la réduction, le recyclage, l'incorporation de matières premières recyclées, l'éco-conception et la décarbonation. Donc, dans le cadre de ce sujet de réduction, le réemploi était un des sujets à aborder. Et donc, je vous ai mis les liens pour ceux qui sont en Normandie. Ne pas hésiter à rejoindre le club en allant sur la plateforme Nessie Normandie Économie Circulaire. Et pour ceux qui seront disponibles le 10 décembre, nous ferons un événement de clôture de l'année 2024 avec un focus sur la décarbonation.
Donc voilà pour la partie introductive, et je vais laisser la main tout de suite à ma collègue Séverine pour la première partie de ce webinaire. Merci Julie. Donc effectivement, l'objectif de cette première partie, ça va être de vous donner quelques éléments de contexte sur le réemploi des emballages, quelques définitions, et puis tu peux avancer, Julie, les grandes lignes réglementaires sur le sujet, avant d'aborder les principaux enjeux et les défis à relever. Donc sur la partie des définitions, de quoi parle-t-on exactement avec le réemploi? On trouve une définition de l'emballage réemployable dans la loi AGEC de février 2020 qui désigne un emballage réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc on peut prendre par exemple un pot de yaourt, l'exemple du pot de yaourt qui serait collecté, lavé et reconditionné par l'industriel. Là, on est sur un cas de réemploi. En revanche, le même pot de yaourt qui serait, après consommation, conservé par le consommateur, qui va choisir d'en faire, par exemple, un pot à crayon, on serait là sur un cas de réutilisation. L'emballage aura un statut de déchet et sera qualifié d'emballage réutilisable et non réemployable. Donc, c'est la différence entre les deux termes, touche au statut de l'emballage et à l'usage suivant qui en est fait. Alors en pratique, à quoi ressemble une boucle de réemploi? Eh bien, ça regroupe un certain nombre d'acteurs différents sur le sujet. Donc, on a le fabricant d'emballage qui va livrer une usine agroalimentaire, qui va ensuite conditionner les aliments avant de les transporter sur un point de consommation. Ça peut être par exemple un restaurant ou un point de distribution comme un supermarché. Les emballages sales vont être stockés avant d'être amenés, donc à nouveau avec une étape de transport chez un laveur qui va laver ses emballages, stocker les emballages propres avant de les retourner à l'usine agroalimentaire. Donc ça fait un certain nombre d'étapes et d'où la nécessité de coordonner tous ces acteurs et de s'appuyer sur des leviers clés, comme la standardisation des emballages, par exemple, qui va faciliter le réemploi entre industriels différents, ou la mutualisation des infrastructures pour réduire les coûts. Alors, le réemploi, c'est fait appel à des principes de fonctionnement qui sont clés et qui se diffusent pas toujours spontanément dans celui de la plasturgie, parce que ce sont originellement deux domaines bien différents. Donc, on a le principe de la marche en avant. Sur un site de lavage, les flux de circulation des emballages sales ne doivent pas croiser ceux des emballages propres, afin de ne pas souiller les emballages propres et de ne pas provoquer de contamination croisée. Ça, c'est absolument essentiel, comme ça se fait sur un site agroalimentaire. Et puis la deuxième pratique qui peut paraître simplement du bon sens, mais qu'il est important de bien respecter et scrupuleusement, ce sont tout simplement les bonnes pratiques d'hygiène, telles que sur un site agroalimentaire, un restaurant ou donc sur un site de lavage, en portant des équipements de protection individuels, en se lavant les mains régulièrement, en nettoyant régulièrement la zone pour ne pas souiller la zone propre. Alors, sur un aspect plus réglementaire et normatif, il y a très peu de réglementation spécifique au réemploi des emballages, que ce soit en France ou en Europe. En Europe, on a plusieurs règlements qui touchent à l'hygiène en milieu agroalimentaire et qui stipulent des objectifs de résultats et non de moyens. Donc, j'en ai mis quelques-uns. C'est non exhaustif parce que il y a plusieurs règlements et qui sont très touffus. On a par exemple un règlement sur la qualité de l'eau qui inclut l'eau de lavage. On a un règlement sur les biocides. On a un règlement qui demande de prévenir les contaminations par les animaux, qui exige que le stockage des produits détergents ne soit pas stocké au même endroit que les denrées, que les zones soient correctement nettoyées et régulièrement, voire désinfectées au besoin. Donc voilà, c'est non exhaustif et encore une fois, je rappelle que chaque industriel est libre de mettre en place les moyens qu'il juge pertinents pour atteindre les résultats attendus.
c'est bien une obligation de résultat et non de moyens. Ensuite, sur la partie emballage, le fameux PPWR, donc il a été adopté en avril de cette année, et il donne des objectifs de taux de réemploi d'emballage et des restrictions de l'usage unique dans certains secteurs, mais sans faire de mention précise en matière d'hygiène ou de renvoi vers l'un des règlements que j'indiquais tout à l'heure. Donc à ce jour, ça reste 2 sujets distincts pour la réglementation européenne. Et enfin, en France, comme vous le savez probablement, la France a été pionnière en Europe en matière de réglementation sur le réemploi des emballages, en votant en 2018 la loi EGalim, qui impose des objectifs de supprimer les barquettes en plastique à usage unique, et pas que à usage unique, les barquettes plastiques en restauration scolaire. La loi AGEC qui impose des objectifs de réemploi dans certains secteurs, comme la restauration sur place par exemple, ou le portage à domicile. Et la loi climat et résilience en 2021, qui vise plutôt le secteur de la distribution alimentaire en vrac. Et pour rappel, le règlement PPWR, même s'il a été approuvé après ces lois françaises, laisse la possibilité aux États membres d'aller plus loin dans les objectifs de réemploi et ça ne remet pas en cause le contenu de ces lois nationales. Voilà. Et au-delà de la réglementation, il y a également plusieurs normes et codes qui sont importants et sur lesquels les industriels peuvent s'appuyer. Tout d'abord, il y a le Codex Alimentarius qui est un code, un recueil international de bonnes pratiques relatives à l'hygiène dans le milieu agroalimentaire. Et on va y retrouver beaucoup de points communs avec les obligations qui sont stipulées dans la réglementation que j'indiquais tout à l'heure, avec souvent plus de précision sur les moyens possibles. On a la norme 17735 qui donne des exigences pour le fonctionnement des lave-vaisselle en milieu professionnel et qui recommande des temps de lavage et des températures de façon à ce à éradiquer la présence de bactéries en sortie de lavage. Et notamment sur un tunnel de lavage industriel, par exemple, on sera sur un temps minimum de 120 secondes pour le lavage, sans compter le séchage et le rinçage. Et l'eau rinçage notamment, l'eau ira jusqu'à 85 degrés. Donc voilà, c'est assez élevé. En respectant cette température et ces températures et ce temps, on a l'assurance de ne plus avoir de bactéries en sortie de lavage. Et enfin, deuxième norme, la norme 12875, qui, sur un autre volet technique, qui permet de déterminer la résistance mécanique au lave-vaisselle, mais pour des articles à usage domestique. Donc là, on va soumettre l'article à un certain nombre de cycles, mais à des températures moindres que celles pratiquées en milieu professionnel. Donc là, ça va plutôt concerner de la vaisselle, des biberons, des articles de puériculture, et non des emballages utilisés en restauration ou dans l'industrie. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la partie réglementaire, et pour plus de détails, je vous invite à aller sur le site Buddypack. Je pense que Marie-Alix donnera tout à l'heure l'adresse URL pour le retrouver. En tout cas, le livrable est accessible, voilà, en libre accès sur le site pour plus de détails. Et enfin, la dernière partie, donc sur la partie challenge technique et sanitaire, quels sont les freins aujourd'hui au réemploi des plastiques au regard de ce contexte qui est complexe. On manque de connaissances aujourd'hui sur le vieillissement des plastiques au fil des cycles, que ce soit la répétition des traitements thermiques, des manipulations, des stellages, du transport qui va générer du frottement, et aussi de la puissance des jets d'eau, de la force de séchage aussi qui peut être importante et avec des températures élevées. Donc là, on a encore de la connaissance
il faut absolument qu'on monte en connaissance sur ce sujet-là. On a également une diversité de risques qui est importante, puisqu'on a assez peu de recul sur la diminution de la performance de l'emballage, que ce soit sur des aspects très objectifs comme les propriétés mécaniques ou plus esthétiques comme les modifications d'aspect par exemple. Et une troisième chose aussi, c'est bien sûr, c'est l'aspect sanitaire. Les migrations de substances, les microplastiques, et puis l'aspect bactériologique où il faut qu'on puisse garantir que le process de lavage et de séchage soit efficace. Donc voilà, le risque microbiologique, c'est ce que je venais d'indiquer, et effectivement, c'est lié à une difficulté, comme on le sait, de séchage des plastiques. Et également, dernier point, c'est les règles de conception des emballages, et ça je pense que Marie-Alix en parlera, seront adaptées, parce qu'aujourd'hui les emballages à usage unique sont conçus pour un usage unique. Donc on va avoir souvent retrouver des zones de rétention d'eau qui vont cumuler de l'eau et qui vont empêcher un séchage optimal. Cela dit, on a quelques leviers sur lesquels s'appuyer. On dispose de moyens industriels pour limiter les risques de contamination. Plusieurs partenaires du projet Buddypack ont également une expertise dans le domaine du lavage ou de la coordination du réemploi, comme Eternity, comme Vital, comme Usage également. Donc il est essentiel de capitaliser sur cette expérience, ces expertises pour enrichir la connaissance. Et puis le dernier levier, c'est la traçabilité des contenants, qui est un levier essentiel pour estimer le stade de l'emballage dans son cycle de vie et pour minimiser les risques, notamment les risques sanitaires. Et c'est la fin de cette première partie sur le réemploi. À toi, Marie-Alix. Merci beaucoup, Séverine. Effectivement, beaucoup de clins d'œil à Buddypack déjà. Et de toute façon, je vais également en faire à toi et à Justine. Donc, Buddypack, c'est un projet de recherche européen. Je vais vous parler donc du déploiement à grande échelle des emballages plastiques réemployables, mais pas seulement. Surtout, ça sera surtout un focus la recherche et développement sur le réemploi, justement pour contribuer aux besoins de connaissances que mentionnait Séverine. Et je vois qu'il manque un E à réemploi, il faudra qu'on corrige ça pour diffuser le PDF. Excusez-moi. Pour le contexte. Donc, il y a la stratégie européenne des plastiques qui stipule que tous les emballages doivent être recyclables ou réemployables d'ici 2030. De toute façon, ça fait écho au contexte notamment réglementaire qu'a évoqué Séverine. Et dans ce cadre-là, l'Europe met aussi des sous sur la table pour financer la recherche et enrichir les connaissances dont on a besoin. Dans ce cadre-là, il y a eu l'appel à projet auquel a répondu Buddypack, dont le cadre, c'est des solutions, l'Europe demandait des solutions innovantes pour éviter le suremballage, les plastiques à usage unique et la pollution microplastique associée. Et c'est dans ce cadre-là que Buddypack a répondu et décroché cet appel d'offres avec d'autres projets européens. Buddypack, son objectif, donc, c'est le réemploi des emballages et en particulier plastique, puisque on travaille à IPC, donc on soutient la filière plastique, mais bien sûr que le réemploi peut concerner d'autres matériaux. En tout cas, vis-à-vis de Buddypack, l'approche, c'est surtout une approche multidisciplinaire où on va se pencher sur les aspects techniques, les aspects sociaux, les aspects économiques, les aspects environnementaux. Et je vais illustrer ça notamment en vous présentant les partenaires, d'abord les objectifs spécifiques du projet pour éviter les redites. Sur la slide d'après, j'attaque avec les objectifs techniques. Donc, au niveau des objectifs techniques, un des buts de Buddypack, donc, c'est de développer des solutions techniques sur la conception et la fabrication des emballages, donc en ayant des propriétés vraiment spécifiques au réemploi. Donc, on parlait par exemple des zones de rétention qu'il faut éviter, mais également sur quels matériaux miser, parce que les matériaux qui ont été choisis pour les emballages à usage unique ne sont pas forcément transposables directement pour le réemploi. Donc, il y a tout un pan vraiment recherche technique sur ce choix de matériaux, cette conception d'emballage.
Clic. Deuxième objectif, l'aspect social. Donc, on a un des partenaires qui est vraiment spécialisé, enfin qui est à même de mener des études sociales pour comprendre les attentes des consommateurs par rapport aux emballages plastiques réemployables, notamment identifier ce qui peut les amener au réemploi ou au contraire ce qui les freine, et vraiment étudier ce qui va mener ce changement de comportement pour aussi accompagner le consommateur par la suite. Point extrêmement important, on l'a mentionné également en première partie de ce webinaire, c'est le fait d'assurer la sécurité alimentaire. La qualité de l'emballage au fur et à mesure de ces cycles d'usage, tout en vérifiant l'émission des microplastiques et comment les éviter, évidemment. Sujet, c'est les modèles économiques. Parce qu'effectivement, tout ça, c'est super sur le papier, mais si c'est pas viable économiquement parlant, ça ne prendra jamais corps. Donc, également un partenaire qui est dédié au développement pour montrer que oui, ça peut être rentable, dans quelles conditions, comment on fait, c'est quoi les leviers pour que c'est également adressé. Ensuite, pour mettre en place du coup ces différents volets, nous allons mener des essais à grande échelle, donc avec les emballages qui ont été produits dans le cadre de Buddy Pack. Ça permettra également de vérifier les attentes des consommateurs donc pendant les démonstrations à grande échelle, la viabilité des modèles économiques. Et donc l'idée de ces essais à grande échelle, voilà, c'est valider la réemployabilité des emballages plastiques tout au long de la chaîne de valeur, donc selon les différents volets étudiés. Et enfin, dernier objectif de Buddy Pack, c'est promouvoir le réemploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, dans les milieux qui s'intéressent très fort à l'économie circulaire des plastiques, on entend énormément parler recyclage, et ça fait partie des sujets dans la conception de l'emballage en général, réemployable ou pas, mais c'est important de donner une visibilité au réemploi, et ça fait partie des missions de Buddy Pack. On peut passer à la slide d'après, où du coup, effectivement, on a tout un consortium qui est réuni autour de la table justement pour apporter les différentes compétences dont on a besoin pour être sur cette approche multidisciplinaire. Donc IPC est coordinateur du projet. On arrive également avec notre expertise technique, au même titre que MPLAS en Espagne est également un centre technique, et TUS TUS en Irlande, c'est également l'université technique des Shannon. Donc là, on est trois organisations qui nous penchons donc sur les aspects techniques. Actia se penche sur les aspects communication notamment, mais vient avec ses membres, le LNE et le CTCPA, qui vont eux se pencher notamment sur l'aspect sécurité de l'emballage, donc vérifier effectivement l'aptitude au contact alimentaire, y compris au cours des cycles d'usage. Pour ce travail-là, il travaille évidemment avec les laveurs industriels que sont Eternity Systems et Usage. Il travaille également avec Christens, qui est un producteur de détergents espagnol, qui se penche énormément sur les aspects microbiologiques, donc avoir une sécurité vis-à-vis de la microbiologie. Et on travaille également avec Plasmion en Allemagne, qui est une start-up qui développe des capteurs, des nez digitaux pour faire des tests qualité, si possible en ligne, pour vérifier la qualité directement industriellement. Parmi les partenaires que je n'ai pas encore mentionnés, on a Knauf, je n'aurais même pu le mentionner sur le volet technique. Donc Knauf Manufacturing va produire une partie des emballages de Buddy Pack. Si je remonte en haut il y a l'université de Sheffield en Angleterre qui se penche donc sur les études sociales. Ecodesign, qui est le cabinet qui a conçu les formes des différents emballages. Sayos Business, qui est un cabinet de consultants donc qui se penche sur les volets économiques que j'ai évoqués. J'espère n'oublier personne. Ceux que je n'ai pas mentionnés jusqu'à maintenant, ils ont leur slide dédié juste après, car ce sont nos cas d'études. Au niveau des cas d'études, on a essayé de couvrir différentes configurations de réemploi. Alors, il y a beaucoup d'applications alimentaires, mais on a un cas d'étude qui n'est pas dans l'alimentaire. Je vais commencer par la gauche. On a donc des cas d'études qui relèvent du B2B, donc vraiment sur des contextes professionnels. Ozolan, c'est un restaurateur espagnol, donc l'idée c'est de leur fournir des objets pour pouvoir être utilisés dans des cantines, dans des restaurants de maisons de retraite par exemple. Sur des plats préparés.
Dawn Meats, lui, c'est un producteur de viande crue, donc c'est de la viande qui sera livrée à des restaurants, à des pubs, et ça sera transformé sur place. Mais du coup, ceux qui interagiront avec l'emballage de cette viande, bah, c'est des personnels de cuisine. Donc là, on n'est pas directement en contact avec le consommateur, on est vraiment dans un contexte professionnel. Sur la droite, en haut à droite, donc on a mentionné Vital, qui est déjà sur le marché du réemploi, au contraire de Ozolan et Dawn Meats par exemple. Donc Vital, eux, ils font des bols pour la restauration emportée. Donc typiquement ce genre de bol, vous allez acheter votre salade et on vous la sert dans un bol déjà réemployable. Donc ça, c'est un système qui marche déjà et ils sont très moteurs du coup sur les cas d'études de BuddyPack. Juste ensuite, on a Usage, donc que j'ai déjà mentionné en tant que laveur, mais en l'occurrence, il crée des partenariats aussi pour proposer des emballages plutôt pour les supermarchés. Donc là, on rentre dans les cas d'études qui sont B2C, mais Usage, on commence à rentrer dans les supermarchés. Donc imaginez au rayon traiteur une barquette réemployable et dans laquelle vous pouvez acheter votre plat du midi. C'est un peu ça qui est visé, avec aussi si on peut étudier une consommation sur place pour un retour sur place, c'est encore un contexte différent d'utilisation. Et enfin, avec un cas d'étude joint entre Smurfit Kappa et ACV. Smurfit Kappa est un producteur de bag-in-box, c'est vraiment les cubis que vous pouvez peut-être connaître pour les boissons. Là, en l'occurrence, les bag-in-box peuvent servir à plein d'applications différentes. Et ici, c'est appliqué aux produits d'entretien. Donc, l'idée, c'est d'avoir un bag-in-box qui puisse servir de station de remplissage pour du vrac, en fait. Et ACV, c'est un producteur donc, de produits d'entretien et il souhaite se positionner sur le réemploi en proposant donc, des bouteilles réemployables donc, qui seront associées au bag-in-box de Smurfit Kappa. Et donc ça serait également en supermarché. Donc vous iriez acheter votre assouplissant en supermarché, mais en version vrac et réemployable. Donc ça, c'est pour les cas d'études où on va pouvoir dérouler du coup les différentes activités. BuddyPack, c'est un projet qui a commencé en septembre 2022, qui se terminera en février 2026. Donc on est déjà à plus de la moitié. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Donc, on a établi les cahiers des charges de ces différents cas d'études. Séverine l'a mentionné, on s'est penché sur le contexte légal à appliquer au réemploi. On a aussi également regardé le contexte socio-économique dans le cadre du projet. On a déjà des premières études de l'acceptation sociale et comportementale du consommateur, donc qui seront à vérifier, appliquer pendant les études, les démonstrations à grande échelle qui vont arriver en 2025. Pour tout ce qui est aspect technique, notamment conception des prototypes, là maintenant on est aux étapes où on prépare la production à grande échelle. On a fait les designs, choisi les matériaux, on est en train de faire les moules et donc il n'y a plus qu'à produire pour les démonstrations à grande échelle. Pour les modèles économiques, je crois que j'en parle pas plus tard, mais en tout cas on a déjà commencé donc à regarder ce qui existe actuellement, les modèles économiques alternatifs qu'on peut mettre en place et donc on va vérifier également. La qualité sécurité, forcément, on s'est penché sur les emballages existants, les matériaux sélectionnés. Les démonstrations à grande échelle donc, vont battre leur plein dans les prochains mois, dans les mois qui arrivent. On a tout un aspect aussi analyse de cycle de vie pour regarder les impacts environnementaux, mais également analyse de cycle de coût et analyse de cycle de vie social. Justine va en parler en partie sur la prochaine partie. Et enfin, donc j'ai parlé d'activités de communication, mais on veut également contribuer à la prénormalisation, pas nécessairement sur les standards de forme. Ça, Citeo, par exemple, se penche dessus. BuddyPack, on va plutôt apporter des contributions vis-à-vis des tests, comme tests pour la normalisation. Enfin, dans les normes, quels seront les tests qui permettront de dire qu'un emballage est réemployable ou pas, et pour quelle caractérisation, quelle cible de propriété à atteindre. C'est plutôt ça auquel on va contribuer dans BuddyPack. J'ai déjà un petit peu spoilé la suite, du coup j'irai peut-être un peu plus vite. Sur les premiers résultats, donc en termes de cahier des charges et de conception, ça c'est fait. Il y a le livrable qu'a mentionné Séverine, je redonne le lien à la fin. Donc ça c'est le livrable contexte législatif et socio-économique. On a le cahier des charges techniques et économiques qui est disponible également. Et on a donc les designs de différents cas d'études. Donc voilà à quoi ils pourraient ressembler. Enfin, ils ressembleront d'ailleurs. J'ai même les premiers prototypes pour certains d'entre eux. Donc on a très hâte d'avoir les objets concrets dans les mains très bientôt. Ensuite, sur les premiers résultats
techniques. Donc, on a pu choisir les matériaux. Donc, on a d'abord fait une bibliographie des matériaux qui sont sur le marché. Cette bibliographie, d'ailleurs, est accessible via un article scientifique, donc qui est disponible là, en suivant le QR code et également via le site de BuddyPack. Donc, c'est vraiment un état de l'art des matériaux d'emballage pour le réemploi, avec un focus sur les plastiques possibles, mais pas seulement. La revue est un petit peu plus large que ça. Deuxième étape, cette première bibliographie nous a permis d'identifier des matériaux sur lesquels on a mené une troisième étape qui était donc des tests préliminaires sur ces matériaux. Donc on a sélectionné certains matériaux. Donc il y a des polyoléfines, il y a des polyesters et on leur a appliqué un premier protocole de simulation d'usage et de lavage. Donc vraiment on les a mis en contact avec de la nourriture, on les a chauffés ou pas pendant plusieurs cycles et on a regardé à la fin leurs propriétés mécanique, esthétique dans un premier temps, puisque tout ce qui est essai d'aptitude au contact alimentaire, par exemple, prend plus de temps. Donc, ça s'est fait à partir de la 4e étape, où vraiment on a pu réduire cette shortlist. On a sélectionné par cas d'étude différents matériaux. Donc, on retrouve quand même des polyoléfines sur les couvercles, sur la bouteille d'acévie, qui ne vont pas forcément être face à des conditions aussi dures que les bols qui vont devoir être micro-ondables. Le plat d'Ozolane, il doit passer au four. On a quand même un cahier des charges qui est un peu rude pour des plastiques. Après, le projet de recherche n'est pas là pour être prescripteur et dire faut partir sur... comment dire, il faut absolument utiliser des barquettes. C'est pas ce qu'on dit. Nous, on vérifie ce qui est possible ou pas et on le valide et tous les résultats seront disponibles à l'issue du projet. Et 5e étape, une fois qu'on a sélectionné ces matériaux et qu'on les étudie par ailleurs, on a également des études complémentaires, donc notamment vis-à-vis du sujet sécurité microbienne, où on veut tester notamment des composites antimicrobiens. Tout un sujet sur l'aspect esthétique, qui n'est pas forcément primordial, mais qui peut repousser certains consommateurs qui n'ont pas envie d'utiliser un emballage qui est orange de sauce tomate. Donc, on a une étude sur la résistance à la coloration. Et comme je le disais, la recyclabilité ne s'oppose pas nécessairement au recyclage, au réemploi. La recyclabilité, ça fait partie de la conception d'un emballage réemployable et c'est aussi quelque chose qu'on vérifie dans les aspects techniques de BuddyPack. Vis-à-vis de la qualité, plus vraiment sur ce qui a été fait. Hop, pardon. Donc jusqu'ici, on a travaillé vraiment sur les aspects microbio, chimiques, microplastiques. Donc dans la microbio, tout ce qui est design d'équipements et de protocoles de décontamination microbiologique, donc avec Christiane, comme je mentionnais. On a mis en place des protocoles de vieillissement accéléré et de propriétés caractérisées, également en anticipant les efforts de prénormalisation que je mentionnais. À droite, vous voyez donc les tests de contamination, de migration globale, migration spécifique et des NIAS, les substances non intentionnellement ajoutées. Ça, c'est vraiment pour l'aspect aptitude au contact alimentaire, y compris après des usages répétés. Et enfin, vis-à-vis des microplastiques, on a un premier banc de tests mis en place pour la récupération et l'analyse des microplastiques, même si pour l'instant, c'est à l'échelle laboratoire. Mais donc cet aspect est évidemment pris en compte pour les étapes de lavage, les étapes d'usage, de transport, comme a mentionné Séverine. Enfin, je vais quasi terminer sur les études sociales. Donc ça, c'est pas forcément mon domaine de compétences, mais donc il y a eu beaucoup de travail fait dessus, donc sur les interactions du consommateur avec les systèmes de réemploi, c'est-à-dire aujourd'hui l'existant, c'est quoi. On se rend compte qu'il y a beaucoup finalement de formation, de communication à faire auprès du consommateur pour qu'il devienne familier avec ses usages et les bonnes pratiques à avoir, parce que finalement, on a tendance à faire du réemploi un peu naturellement. On récupère une bouteille chez nous et puis on va la réutiliser pour éventuellement un autre liquide. Mais est-ce que, comment cadrer ça et rentrer dans quelque chose de plus contrôlé, peut-être vis-à-vis du lavage industriel notamment, pour que ça puisse être sûr. On a eu une étude sur la recommandation pour la conception d'emballages plastiques réemployables pour minimiser les inquiétudes concernant la contamination, même si finalement on se rend compte que un consommateur, il ne va pas s'arrêter à l'emballage en soi, c'est tout le système autour qui va être important. C'est vraiment comment ça marche. Je parlais de cet aspect communication, vulgarisation auprès du consommateur, de le guider dans son geste d'usage dans le cadre du réemploi. Donc finalement, la contamination, oui, c'est important, mais c'est pas forcément là-dessus qu'il faut communiquer, soit safe, mais en tout cas, c'est plus guider le consommateur et faire en sorte que ce soit facile pour lui d'aller au réemploi. C'est là-dessus que le levier est le plus important. Et il y a déjà 2 articles qui ont été publiés, donc notamment sur les signes de vieillissement de l'emballage
ça impacte le consommateur sur son frein ou son envie d'aller de réemployer un emballage. Et également sur son engagement, on s'est penché sur le fait de l'informer sur les bénéfices environnementaux. C'est-à-dire, OK, voici les résultats d'analyse de cycle de vie. En utilisant cet emballage, vous contribuez à réduire de temps l'impact environnemental. Ça, en fait, on se rend compte que le consommateur est mieux informé sur l'impact environnemental, mais ce n'est pas forcément le levier le plus efficace pour l'amener à changer ses habitudes. Encore une fois, il s'agit de lui simplifier la démarche et que le geste soit facile. Finalement, c'est ça le levier le plus efficace. Mais c'est vrai que je spoil un peu, vous pourrez avoir tous les détails donc, dans ces articles qui sont également disponibles via le site de Buddypack. Et à venir, on a une étude en cours donc, sur l'effet des pénalités et incitations sur l'engagement avec les systèmes de réemploi. Donc vous avez sans doute entendu parler de consignes pour le recyclage. Pareil, est-ce qu'on passe sur de la consigne pour le réemploi ou est-ce qu'on passe sur un système plutôt bibliothèque, à savoir vous ne payez pas au moment d'acheter l'emballage, mais vous avez une pénalité si vous ne le ramenez pas. Donc là, voilà, c'est cette étude pour voir qu'est-ce qui fait qu'il y aura le meilleur taux de retour, quelle est la meilleure stratégie à avoir et ça impacte évidemment le financement et les modèles économiques associés au réemploi. Et donc oui, prochaine étape, en 2025, les démonstrations à la grande échelle. Alors quand on parle de grande échelle, ça vous semblera peut-être petit, peut-être grand en fonction de vos propres domaines d'activité. En tout cas, ce qui est visé, c'est de produire 1500 à 2500 emballages par cas d'étude. C'est des démonstrations à grande échelle qui auront lieu dans différents pays européens pour avoir une certaine représentativité. Dans les produits emballés, du coup, c'est ceux des cas d'études que j'ai présentés plus tôt. Donc, beaucoup de plats préparés, de la viande crue, donc avec un vrai challenge microbiologique, et de l'assouplissant, donc un cas d'étude qui n'est pas alimentaire également là-dessus. Et au niveau des lieux, donc ce sera dans des cantines, dans des restaurants et dans des supermarchés avec des typologies B2B, B2C, sur place, à emporter. Donc l'idée, c'est vraiment de recueillir le maximum d'informations de ces démonstrations d'échelle. J'ai beaucoup parlé, j'espère avoir laissé assez de temps à Justine. Je conclurai sur le calendrier de parution des livrables du projet qui sont dans leur immense majorité publics. Donc la revue du contexte législatif a déjà été mentionnée par Séverine et donc tous les résultats techniques seront publiés courant 2025 et les rapports de démonstration à grande échelle à l'issue du projet, donc courant 2026, avec notamment les rapports d'analyse de cycle de vie, les rapports complets. Et je laisserai du coup la parole à Justine là-dessus, puisque c'est elle qui va parler analyse de cycle de vie de manière plus développée. Et donc, rebonjour. Donc, moi, je vais vous parler des travaux d'ACV d'IPC sur les emballages réemployables. Donc, je vais commencer par une description rapide de ce qu'est l'ACV. On va passer à la slide suivante. Ouais. Donc, l'ACV, c'est un procédé qui est normé. C'est une méthode qui a été créée en 1970 et qui est donc normée par les normes ISO 14040 et 44, qui expliquent comment faire un rapport, comment compiler les entrants et sortants tout au long du cycle de vie, et en sortir des impacts environnementaux du produit tout au long du cycle de vie. Donc, ce qui est très important à retenir sur l'ACV, non, je reviens encore la slide d'avant, c'est que c'est une approche multicritère, multi-impact. Donc, pour être une ACV, il faut que ça calcule donc, les entrants et sortants, donc émissions dans l'air, consommation d'énergie, de ressources naturelles, etc., sur plusieurs étapes du cycle de vie. Et pour calculer des impacts, différents impacts. Donc, ça ne peut pas être juste le changement climatique. Pour être une ACV, il faut que d'autres impacts soient décrits, comme l'épuisement des ressources, l'eutrophisation, etc. On peut passer à la slide suivante, du coup. Donc, le point spécifique pour le réemploi, donc, on sait intrinsèquement que le réemploi a pour but d'utiliser de moins de matières premières et rejeter moins de plastique. Mais c'est aussi un type de cycle de vie qui requiert des étapes supplémentaires. Par exemple, pour le traitement pour le réemploi, ça rajoute du transport, des consommations pour le lavage, etc. Ça peut causer dans ce qu'on appelle dans la CV des transferts d'impact, si on passe d'un emballage à usage unique à un emballage réemployable. Donc, par exemple, ça peut diminuer l'extraction des matières premières,
mais ça peut transférer vers un impact comme la consommation d'eau ou le changement climatique du fait de ces étapes supplémentaires. Donc le but de la CV, dans ce cas-là, c'est d'identifier ces transferts d'impact et voir si on change des paramètres, des hypothèses, etc., si ça peut permettre de minimiser les transferts d'impact et pourquoi pas rendre l'emballage réemployable plus vertueux que l'emballage à usage unique. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Merci. Récemment, il y a beaucoup d'études qui ont été publiées sur les emballages réemployables, notamment avec la réglementation PPWR qui a été sortie en Europe. Donc, c'est des études qui ont été publiées des moments par des industriels de l'usage unique ou qui utilisent l'usage unique et qui s'éloignaient un peu du but des ACV, donc comme on a dit, qui est de plutôt améliorer l'impact, évaluer les possibilités d'amélioration d'impact d'une solution et qui a plutôt été utilisé dans le but de communication. Et donc les papiers que je vous ai mis en source sont des papiers qui expliquent pourquoi c'est problématique. Et donc en gros, ces études-là, le problème c'est qu'elles comparent un système établi, donc un emballage à usage unique qui est déjà commercialisé à grande échelle et donc optimisé, à un système qui est non mature, donc qui est le réemploi, et qui, si on utilise des paramètres actuels comme le taux de retour, les consommations de lavage, le comportement du consommateur, par exemple le transport qu'il utilise pour retourner un emballage, si on utilise les valeurs actuelles, elles sont en défaveur du réemploi car encore non optimisées. Et ces études-là ne vont pas chercher prospectivement comment ces paramètres vont évoluer et comment les faire évoluer pour potentiellement faire passer le réemploi, rendre le réemploi plus vertueux. Elles utilisent aussi des indicateurs qui peuvent être en défaveur du réemploi. Je vais prendre l'exemple de la consommation d'eau. Donc, comme on a dit, l'étape de traitement des emballages pour le réemploi demande de la consommation d'eau lors du lavage, ce qui fait que quand on utilise l'indicateur d'inventaire consommation d'eau, l'emballage réemployable est plus impactant. Mais les référentiels, les normes, etc., recommandent plutôt d'utiliser l'indicateur raréfaction d'eau, parce que finalement, la consommation d'eau en Europe pour laver l'emballage a moins d'impact sur la raréfaction que la consommation d'eau dans d'autres pays pour la production du plastique. Et donc, ce que disent les papiers que j'ai cités, c'est que ces choix méthodologiques font que ces études donc ne répondent pas à la raison d'être première des ACV, qui est donc d'étudier les potentiels de réduction d'impact, dans ce cas-là du réemploi. Donc le besoin qu'on a actuellement en méthodologie, ce serait un référentiel d'ACV qui permette de donner des méthodes de collecte, des méthodes de calcul de certains paramètres comme le nombre des réemplois, etc. Les données génériques à utiliser pour, par exemple, la consommation électrique, quel mix utiliser, le français, l'européen, etc. Pour permettre des ACV plus robustes et plus comparables entre elles afin de tirer des enseignements sur dans quel cas d'étude le réemploi est pertinent ou non. Donc, on passe à la slide d'après. Donc, je vais vous présenter brièvement le cadre de référence ADEME pour la CP comparative des emballages. Donc, c'est un référentiel méthodologique qui est sorti en 2022 et qui a justement pour but d'harmoniser les ACV comparatifs d'emballage en France. C'est un cadre qui s'adresse aux praticiens, aux commanditaires des ACV, donc on leur donne des tips méthodologiques, mais il s'adresse aussi à des personnes qui lisent des ACV et veulent se rendre compte si ces ACV répondent justement aux besoins de robustesse et de critères méthodologiques de l'ADEME. C'est un cadre qui s'applique aux emballages ménagers, industriels et commerciaux, les comptants de la restauration, et il peut s'appliquer tant à des emballages à usage unique que des emballages réemployables.
et il est fait sous forme de fiches pratiques pour aider à la modélisation. Donc, comment, tu peux passer la slide après, s'il te plaît. Je montre quelques fiches rapidement, mais c'est voilà, définir le périmètre et le champ de l'étude, comment modéliser certains paramètres, comment modéliser les transports, le recyclage, le nombre de réemplois, et aussi quelle catégorie d'impact utiliser pour analyser les résultats. Bien qu'on passe à la slide d'après. Donc nous, depuis la sortie de ce cadre de référence, c'était déjà notre but avant, mais c'est de développer des méthodologies pour d'ACV pour les emballages réemployables. Et donc depuis que ce cadre est sorti, dans tous nos projets d'ACV, on essaye au maximum de l'appliquer, que ce soit pour le disséminer, aussi pour faire des retours à l'ADEME sur son applicabilité. Donc le premier projet qu'il a appliqué, c'est le projet ACV Réemploi, qui est un projet Actia, qui avait pour but de réaliser une ACV comparative entre un emballage plastique à usage unique et un emballage plastique réemployable pour le portage à domicile. Et donc, on a bien utilisé pour la première fois ce cadre de référence et on a fait un retour à l'ADEME. Et donc, dans un de nos retours, il y avait le fait que la méthode proposée pour calculer le nombre de réemplois d'un emballage demandait des connaissances sur des paramètres qui sont très compliqués quand on est en cours de développement d'un emballage, par exemple le taux de retour, le taux de déclassement, etc. Et donc, il fallait trouver des solutions pour aider les industriels et les experts ACV à calculer plus facilement ce paramètre. Et c'est pour ça que, à la suite du projet ACV Réemploi, on a fait un autre projet Actia, qui est le projet ICAR, qui avait pour but de proposer un protocole expérimental pour calculer le nombre réel de rotation d'un emballage réemployable via une plateforme de test d'utilisation, de transport, etc. Et enfin, on va reparler du projet BuddyPack que Marie-Alix vous a présenté. Mais donc, IPC est leader sur le Work Package analyse de la circularité. Et les deux gros buts de ce Work Package, c'est donc de faire une analyse comparative en 2 temps sur l'impact environnemental, économique et social de nos solutions réemployables développées dans BuddyPack. Donc en 2 temps, c'est bien parce qu'on a fait une première étude screening avec les données préliminaires du projet et beaucoup de données bibliographiques pour donner un premier point de vue sur l'impact de ces emballages. Et à la fin du projet, on va donc fournir une analyse complète avec les données réelles du projet, par exemple les données issues du déploiement à grande échelle de ces emballages, etc. Et le deuxième but, c'est donc de créer des indicateurs de circularité simplifiés qui seront à destination des entreprises utilisatrices de ces emballages, pour qu'elles puissent évaluer leur potentiel de circularité et l'impact associé. Donc plus précisément, je vais vous présenter ce Work Package. Donc il a commencé au début du projet en 2022 et le dernier livrable correspond à la fin du projet. Donc, comme a dit Marie-Alix, on a déjà fourni les livrables sur la méthodologie des ACV, analyse des coûts et analyse sociale, et aussi le livrable sur les études screening. Et donc, les prochains livrables à venir, ce sera sur la création des indicateurs de circularité en août 2025, et enfin, l'analyse complète à la fin du projet en février 2026. Donc pour le livrable sur les études screening, le but c'était donc d'appliquer la méthodologie PEF. Donc le PEF, c'est la méthodologie européenne pour l'affichage environnemental, qui donne des guidelines globales, mais qui n'a pas de directive spécifique aux emballages. Et donc pour ça, on a du coup utilisé aussi le cadre de référence de l'ADEME pour utiliser la méthodologie, mais aussi certaines données de référence pour réaliser les ACV comparatifs. Donc, à l'aide de ces études, le but, c'était d'identifier les principaux contributeurs pour ensuite donner des pistes d'éco-conception aux autres work packages du projet. Et pour donner ces pistes d'éco-conception, on a fait ça à l'aide
de ce qu'on appelle l'analyse du point de bascule. Donc le point de bascule, c'est le nombre d'utilisations d'emballage réemployable nécessaire pour qu'il devienne moins impactant que l'emballage à usage unique. Et donc on a fait varier ce point de bascule sur les principaux contributeurs qu'on a identifiés, donc en faisant varier la masse, le type de matériau, le scénario de fin de vie, etc. Je viens à la slide suivante. Voilà. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats. Donc à gauche, vous voyez une figure d'exemple d'évaluation du point de bascule. Donc là, par exemple, c'est pour le bol réemployable pour la vente à emporter. On a étudié l'évolution du point de bascule selon sa masse sur le changement climatique. Et donc avec toutes ces analyses-là, on a pu identifier pour chaque cas d'étude, comme vous voyez dans le tableau, les principaux contributeurs. Donc pour les études screening, on s'est surtout concentré sur le changement climatique et la consommation d'eau. Donc voilà, c'est pas étonnant, mais c'est surtout la production du matériau, les transports consommateurs et le lavage qui sont les principaux contributeurs. Et ce sont aussi les paramètres pour lesquels on a le plus d'incertitudes, c'est les data gaps. Donc c'est des données pour lesquelles on a utilisé beaucoup d'hypothèses, de données bibliographiques, etc. Et donc pour lesquelles on va devoir faire un gros travail d'amélioration de la robustesse pour le full assessment. Et je vais finir sur la slide des conclusions. Donc la première conclusion, c'est issu de nos projets, enfin de nos études bibliographiques, mais aussi des enseignements qu'on a tirés pour l'instant de notre projet. Ce sont les paramètres qu'on a vu fortement influer sur les résultats d'une ACV comparative. Donc c'est le taux de retour, les consommations du lavage, l'allocation du transport du consommateur pour aller chercher et retourner l'emballage. Et également, comme a dit Marie, c'est aussi important pour l'emballage réemployable de faire attention au recyclage et à l'incorporation de recyclats. Même si c'est un paramètre dans la CV comparative qui a plus d'impact sur l'emballage à usage unique que l'emballage réemployable, car pour l'emballage réemployable, ce sont des paramètres qui sont divisés par le nombre des réemplois, donc ça a une importance moindre. Et enfin, je vous ai fait une rapide liste des questions à se poser quand on lit une ACV pour se rendre compte de est-ce que c'est une ACV justement qui a ce but de comprendre les systèmes de réemploi et comprendre comment les améliorer, ou est-ce que c'est une ACV qui a plus pour but de communiquer une certaine idée. Et si vous voulez plus d'informations sur ces questions, etc., les sources que j'ai citées précédemment vont aussi dans ce sens et ont une liste plus exhaustive pour vous donner des pistes de lecture plus précises. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Pour conclure et puis ouvrir un petit peu le sujet, je vous propose de regarder ce qui se fait un petit peu sur le territoire. En fait, donc il y a plusieurs régions qui se sont penchées sur le sujet. En l'occurrence, en Normandie, on a la chance d'avoir au sein de, pareil, NECI, Normandie Économie Circulaire, différents organismes et dont le club Consigne et Réemploi des emballages, qui se penchent sur le sujet. Donc, ils ont commencé à identifier justement sur le territoire les acteurs principaux en Normandie du lavage et du réemploi. Donc, ça sera à votre disposition voilà, sur la slide, mais voilà, IDVER, la consigne à Vraise, Swive et Bloop notamment. Et pour vous informer, pareil, donc ils sont peut-être aujourd'hui dans l'Assemblée présents pour le webinaire, mais il y a des ressources aussi sur l'Observatoire du réemploi de l'ADEME et sur la cartographie de Monsieur et Madame Recyclage qui ont fait une cartographie du réemploi des emballages avec à la fois tous les acteurs de fabrication de l'emballage, de lavage de ce dernier et de tri, de collecte, enfin, voilà, tous les acteurs qui peuvent être intéressants. Donc j'en ai affiché quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup plus selon chaque région, selon le découpage proposé. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si c'est un sujet que vous voulez creuser de votre côté. Voilà, vous avez certainement des solutions qui existent localement pour pouvoir vous renseigner.